Bonjour et bienvenue sur Univers Fantasy. Dans cette vidéo, nous allons discuter de l'épisode 2 des Anneaux de Pouvoir. J'ai enregistré cet avis directement à la suite de l'épisode 1, mais la vidéo était trop longue, j'ai dû donc la couper en deux. Petit rappel, je vais spoiler l'intégralité de l'épisode 2 et de l'épisode 1 des Anneaux de Pouvoir, donc si vous ne les avez pas encore vus, revenez plus tard. Allez, on repart en Terre du Milieu. On a eu un générique qui est sympathique. La musique, c'est le thème qu'a fait Howard Shore. J'en ai pas parlé d'ailleurs dans l'épisode 1. La musique est de Bear McCreary, sauf le thème qu'on a sur le générique qui est de Howard Shore. La musique est absolument superbe sur tous les deux épisodes qu'on a eu, vraiment réussi. En tout point, sur le thème, ça passe tout à fait. C'est très Howard Shore. On retrouve les sonorités qu'on avait dans les films de Peter Jackson, alors que Bear McCreary a repris certains instruments et certaines façons de visualiser musicalement. Ça se dit pas vraiment, bah, vous avez compris. Certains éléments de la Terre du Milieu, mais il a aussi trouvé d'autres sonorités pour différents peuples, donc c'est assez intéressant. Le générique en lui-même est sympathique, en gros c'est du sable qui crée des symboles. C'est pas révolutionnaire, c'est pas fou. Disons que c'est pas le genre de générique que je me dis je le sauterai jamais. Malheureusement parce que la musique est vraiment bien, mais visuellement c'est un peu basique. Bon, pas très grave. Hein. Je suis contente qu'il y ait un générique par contre. Je préfère ça que rien. Je trouve que ces derniers temps on a tendance à pas mettre de générique et c'est pas bien. On va commencer par pareil, on va prendre les groupes de personnages un par un, même si dans l'épisode c'est tout mélangé. On va commencer pour le coup par Galadriel parce que je trouve que c'est son intrigue à elle qui est la plus mince dans le deuxième épisode. Alors, c'est la plus intense dans le premier, mais on la retrouve donc au milieu de nulle part, au milieu de l'océan. Je me demande qu'est-ce qu'elle pensait exactement parce que ça doit être une elfe beaucoup d'eau quand même. Hein. Elle va pas rester seule très longtemps puisqu'elle va croiser donc des hommes, des humains qui sont aussi dans les meilleures conditions du monde, qui clairement ont connu quelques mauvaises journées, qui l'accueillent sur leur radeau avec plus ou moins d'enthousiasme. Certains sont prêts à la laisser se noyer, d'autres montrent plus de sympathie. On voit pour la première fois ce jeune homme, qui va devenir important, donc c'est pour ça que je le pointe, mais on n'a pas son nom au début, il donnera son nom un petit peu plus tard. Et surtout, c'est là où c'est ce que je vous disais tout à l'heure, où on retrouve les discriminations entre les humains et les elfes. Donc on l'a vu beaucoup avec Arondir, où les humains n'apprécient pas d'être surveillés par les elfes, ce que l'on peut comprendre, mais les elfes montrent aussi beaucoup de dédain envers les humains. Et ici, à la seconde où les humains qui sont sur le radeau découvrent que c'est une elfe, elle se fait balancer dehors par la même personne qui l'avait accueillie 30 secondes auparavant. Il y a vraiment une discrimination envers les elfes dans ce sens-là, et aussi un peu de respect dans l'autre sens. Je pense que tous ces humains viennent du même coin que là où sont Arondir et Bronwyn en ce moment, ce qui explique pourquoi ils ont un tel dédain envers les elfes. On verra si c'est le cas de tous les humains de la Terre du Milieu et de Numénor. C'est intéressant à voir. Ou si c'est juste vraiment spécifique dans ce coin-là où les elfes ont fait une surveillance potentiellement excessive qui a créé ce conflit un petit peu. C'est intéressant à voir. Bref, de toute façon, il reste pas très longtemps sur ce radeau puisque le radeau est très vite détruit par une grosse bestiole. Je crois qu'il l'appelle un ver. C'est une façon un peu minimale de voir les vers. Galadriel s'étant fait balancer dans la flotte, elle arrive à ne pas se faire bouffer. Et au final, le seul qui arrive à survivre, c'est donc notre ami Halbrand, qui a survécu en séparant le plus gros du radeau pour que la bestiole marine attaque les autres, et lui, il survive. Ce qui est intéressant, c'est intéressant de commencer en le montrant comme ça, parce que ça nous montre immédiatement le genre de personnage qu'il est, sans avoir besoin de rentrer dans les détails. On voit tout de suite que il est du genre à tout faire pour survivre, y compris pas à tuer les gens, il les a pas tués, mais à fuir sans aider personne,
qu'il faut. Cela dit, il aide à plusieurs reprises Galadriel, il accepte qu'elle monte sur son radeau. Ils ont tout un tas de discussions ensemble, assez peu sympathiques, ils se font pas confiance l'un à l'autre, ce qui est pas surprenant. Elle l'a vu abandonner les autres humains. Lui, il a pas confiance, c'est une elfe, et il sait pas qui c'est. Ils sont pas potes, jusqu'à ce que Halbrand mentionne que des orques ont détruit la ville où il habitait. Tout de suite, ça intéresse fortement Madame Galadriel, puisqu'évidemment, elle était à la recherche des orques, et que l'une des choses qui a fait que Gil-galad et les autres ont dit « Ok, c'est fini, il y a plus de guerre », c'est « On voit plus d'orques nulle part, il y a plus d'orques, c'est bon, on est tranquille, la vie est belle ». Et là, elle rencontre un mec qui lui dit « moi, il dit « my home » en anglais, je sais pas comment ils l'ont traduit en français, il dit « mon village, ma ville, ma maison », ça a été détruite par des orques. Et donc, on apprend qu'il vient donc des terres du sud aussi, comme je disais tout à l'heure, de là d'où vient Bronwyn et où est Arondir actuellement. Et donc, je doute en effet qu'il y a des orques qui traînent dans le coin. Galadriel est évidemment très 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 intéressée et veut aller là-bas pour déloger les orques. Ce qui va être un petit peu compliqué parce que ils vont se retrouver dans une tempête. Ils vont survivre et ils vont se faire récupérer par une personne mystérieuse. Ça, c'est la dernière image de l'épisode. Je suis pas dans l'ordre encore une fois. Je pense que c'est Elendil. Je sais pas, peut-être pas. Ma théorie, c'est que c'est Elendil. Peut-être que je me trompe. Ce qui est intéressant avec toutes ces scènes, c'est que globalement, on nous présente ces deux personnages qui vont passer pas mal de temps ensemble, je pense, puisque j'imagine que Galadriel va réussir à persuader des gens à l'accompagner avec elle pour chasser ces orques, et qu'ils ont tous les deux une raison personnelle d'en vouloir à Sauron et aux orques. Donc ça va être intéressant de voir comment ils traitent ce sujet ensemble. Après oui, c'est pour l'instant on n'a pas j'ai pas une énorme analyse du truc parce que on établit les personnages encore. C'est-à-dire que le personnage de Galadriel a été bien établi dans l'épisode précédent. Donc on n'apprend pas énormément de choses sur elle dans l'épisode 2, et on découvre Halbrand, qui pour l'instant est présenté comme un mec méfiant, qui a perdu sa maison, sa famille potentiellement, sa ville, à cause d'orques, et qui est prêt à tout pour survivre. Qui est une bonne base de personnage, et on se doute fortement que on va aller faire un tour à Numénor après. Dans l'épisode 3, je l'imagine. C'est pas un spoiler, je crois. Je sais pas ce qui est des spoilers. Si vous avez vu aucune des bandes annonces, potentiellement c'est un spoiler. On continue sur les pieds velus. Pareil, leur intrigue, elle est assez... elle est assez intrigante. En vrai. On retrouve exactement Nori, exactement où on l'a laissé à la fin de l'épisode 1, qui est devant un cratère énorme avec du feu partout. Et un mec au milieu. Et on a plusieurs éléments. Elle s'aperçoit que le feu ne brûle pas. Elle fait face à cet inconnu qui semble utiliser une forme de magie quelconque qui soulève les rochers qui se rabattent. Elle est assez terrifiée, mais clairement, elle crée une connexion avec cette personne, qui qu'elle soit, la personne. Et d'ailleurs, ça va être tout le centre de cette intrigue, hein, c'est qui est l'étranger. Et très clairement, moi j'ai deux théories, et la majorité de ces deux théories, à chaque fois que je me dis, ok, ils partent là-dessus, elles étaient changées par la musique. La musique joue beaucoup, je trouve, sur le mystère qu'il y a autour de l'étranger, parce que, occasionnellement, la musique devient très sombre, et donc on se dit, ah, ok, c'est potentiellement un méchant, potentiellement Sauron, potentiellement un autre personnage assez négatif. Et puis ensuite, il va y avoir un élément plus positif, et la musique va être plus douce. Et là, on va se dire, ah non, peut-être pas, peut-être que c'est la théorie la plus commune, et on en reparlera juste après, c'est que potentiellement c'est un Istari, donc un des mages de la Terre du Milieu, dont Gandalf fait partie, Saruman, Radagast et compagnie. Et j'avoue que je m'attendais à savoir assez vite qui c'était, et en fait, je trouve que le mystère fonctionne plutôt bien, et ouais, je suis assez curieuse. On a nos trois... J'aime beaucoup ces trois personnages. C'est un peu les commères du coin, dans le sens où le gars au milieu, j'ai pas les prénoms encore des personnages, mais le gars au milieu, il passe son temps à lire les signes et à dire
c'est inquiétant ce signe, et puis ensuite à dire non, mais c'est bon, on peut ignorer. Les deux madames à côté, elles passent leur temps à dire non, mais c'est quand même vachement inquiétant, surtout la madame de gauche qui s'inquiète à fond. C'est assez rigolo, donc on les voit se demander c'était quoi cette météorite, évidemment. Et Nori et Poppy, sa pote Poppy, trimballent donc le géant, comme elles disent, un peu plus loin, et elles ont toute une discussion sur qui il est, et donc elles font la liste un petit peu du ah mais ça c'est pas un troll, non, il ressemble pas à un troll quand même, ah peut-être que c'est un humain, ouais mais les humains ils tombent pas du ciel, ah peut-être que c'est un elfe, les elfes non plus ils tombent pas du ciel, puis c'est pas les bonnes oreilles, et j'aime beaucoup la description du ouais mais y a rien qui tombe du ciel. Comme je disais sur l'épisode 1, les pieds velus, je les adore en fait. Toutes les discussions entre ces deux jeunes filles, entre même les adultes et tout ça, elles sont absolument adorables, elles sont très terre à terre et très... C'est ce genre de discussion qu'on aurait si nous on était dans Terre du Milieu en gros. Le monsieur, l'étranger, je crois que c'est son nom officiel de Stranger, se réveille et il pique une crise un petit peu au début. Et encore une fois, il y a une partie de pouvoir qui fait le ciel s'assombrit et les arbres se plient, etc. Et ça soutient un petit peu, selon moi, la théorie Istari, donc les mages, parce que ça ressemble fortement à certains pouvoirs qu'on a vu utiliser Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux un petit peu. Mais ça pourrait être Gandalf. Ça pourrait, c'est une théorie. Je suis pas certaine. Parce que les Istari, c'est des Mayas. Les Mayas, c'est une espèce de demi-dieu, si vous voulez. Vous savez ce qui est un Maya aussi? Sauron. Les Balrogs. Mais en gros, je trouve ça intéressant dans le sens où, techniquement, on pourrait dire si ça pourrait être Sauron, parce que avoir des pouvoirs qui ressemblent un petit peu à ceux de Gandalf, on n'est pas si loin. Ça pourrait aussi être la théorie, je pense, favorite de la majorité des gens sur Internet, c'est que c'est un des mages bleus, donc parmi les Istari, les mages qui ont été envoyés en Terre du Milieu pour aider à combattre Sauron. Ils ne l'ont pas tous fait, mais ça a été leur tâche première, en tout cas, ce qu'on leur a envoyé faire. Il y avait donc Gandalf, Saruman, Radagast, ça c'est les trois qu'on a vus déjà dans les films, et 2 mages bleus qui sont partis en Terre du Milieu et qui ont disparu, dont on n'a jamais eu de nouvelles. Et donc potentiellement ça pourrait être un mage bleu, c'est bizarre qu'ils soient tout seuls, parce qu'ils sont censés être les deux ensemble, c'était la théorie. Je peux entendre la théorie Sauron, la théorie Gandalf, parce que le fait que ce soit les ancêtres des hobbits qui les aient trouvés pourrait justifier l'amitié qu'il va former avec les hobbits plus tard. Mais bon, pour l'instant il n'y a pas de... Je vous dis, la musique de temps en temps elle nous vend un personnage plutôt maléfique, mais c'est intéressant à voir. Ils discutent un petit peu, elle se présente, elle essaye de savoir son nom, il sait pas son nom, il mange un coup, des espèces d'escargots bizarres. Au même moment, dans le camp, son père se fait mal, se casse la cheville, et ce qui les inquiète beaucoup puisque c'est un peuple de migrants et de personnes qui bougent beaucoup, et on a nos 3 commères qui sont à la porte et qui demandent qui va pouvoir porter son chariot, est-ce qu'il va pouvoir migrer. J'ai adoré cette... Et puis il y a Poppy qui revient après et qui engueule sa mère. Je les aime, ces gens. Ça fait que 2 épisodes que je les connais, je les apprécie déjà. Et ensuite, on a toute la scène avec les Lucioles, qui, pareil, nous jouent entre eux. Ah, regardez, ils parlent aux Lucioles comme Gandalf le faisait avec les papillons, machin et tout ça. Et sauf que juste après, toutes les Lucioles meurent. Et du coup, il y a un côté de, ok, c'est clairement une personne positive. Ah non, peut-être pas. Et il joue beaucoup là-dessus sur la musique aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure, une musique très douce et très positive. Et puis juste après, un truc très sombre. Bear McCreary fait un travail fabuleux. Donc non, je suis très intriguée. Je trouvais ça étrange d'essayer de rajouter un mystère qui n'est pas dans les textes, mais en fait, ça fonctionne vachement bien parce que je sais pas ce que c'est et ne croyez personne qui vous dira, sauf s'ils ont bossé sur la série, mais aucun des experts de Tolkien du monde ne peuvent savoir qui c'est officiellement. On a des théories, mais elles peuvent être toutes fausses. Ils peuvent avoir inventé un personnage complètement nouveau. C'est peut-être ni Sauron, ni Gandalf, ni un mage bleu, ni rien. Et je suis vraiment intriguée et ça fonctionne vachement bien, donc chapeau. Ensuite, on retourne chez Bronwyn et Arondir.
qui sont donc allés investiguer la ville qui s'était cramée. Ils trouvent un tunnel sous une maison. Arondir part donc explorer le tunnel et il envoie Bronwyn, ou elle d'ailleurs, elle s'envoie elle-même. Hein. Et donc Bronwyn part prévenir son village à elle pour leur dire il s'est passé quelque chose au village d'à côté, donc faut qu'on se barre parce que sinon il va nous arriver la même chose. Elle se fait évidemment pas écouter par personne parce que why not. J'ai trouvé que cette espèce de taverne qui fait aussi apparemment office de boucher, poissonnerie, je sais pas quoi, était particulièrement glauque. Je sais qu'ils ont voulu donner l'aspect... Les humains qui vivent dans cette région de la Terre du Milieu, ils sont en galère, ils sont pauvres, c'est vraiment une vie très rustique et basique et on est très loin des beautés des royaumes des elfes ou de ce qu'on verra plus tard à Numénor, etc. Mais je trouve qu'ils y sont allés franco. Je sais pas pourquoi, mais le mec qui coupe son poisson là ou sa viande dans le premier épisode, c'est particulier. Et je me demande si c'est pas un poil trop. C'est-à-dire que c'est un peu de subtilité des fois, c'est pas mal. Là, c'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a que Bronwyn qui sait ce que c'est qu'une campagne, et qu'ils ont vraiment forcé le trait chez les figurants autour et tout ça pour qu'ils aient tous l'air un petit peu malades, un petit peu, j'allais dire moche, c'est pas très gentil, il y a des gens qui sont pas moches dans les, dans les gens qu'on voit dans le village, mais ils sont tous vraiment, ils ont insisté sur le côté un peu crade, un poil trop à mon goût. C'est-à-dire, ouais. Je crois qu'Arondir, il dit à un moment donné dans le premier épisode, il dit à Bronwyn, genre t'es la seule personne agréable que j'ai connue ici. Je trouve ça un peu excessif. Genre t'as pas rencontré un gamin qui était fun, t'as pas, genre tout le monde vraiment, c'était tous des salauds. J'aurais bien aimé un poil plus de subtilité sur ce village, mais je me demande si c'est pas le point, si c'est pas l'objectif en fait, de montrer que même si en apparence ils sont tous relous et sales et moisis, en vrai ça peut quand même être des bonnes personnes et qu'il faut pas juger sur les apparences. J'imagine que c'est ça le but, mais quand même, j'exagère parce que il y a plein de subtilités partout dans la série, c'est juste que là-dessus j'ai trouvé un poil excessif ouais. Bref, elle essaye donc de persuader et le gars lui dit bah non, tu racontes n'importe quoi. Du coup elle rentre chez elle. Ah oui, ça m'a fait rire parce qu'elle part dans l'épisode 1 quand Arondir lui dit ah je vais aller voir le village d'à côté, c'est à une journée de marche. Elle dit ah je t'accompagne et elle part immédiatement. Enfin on ne voit pas en tout cas faire de pause. T'as un gamin chez toi madame? Tu t'occupes pas de ton gamin? C'est un ado, j'imagine qu'il peut s'occuper de lui-même. Mais je trouvais ça très relax. C'est pas la meilleure mère de tous les temps, si je peux me permettre. Du peu qu'on l'a vu, elle débarque chez elle, tout est cassé, et elle s'inquiète un petit peu de son enfant qui s'appelle Théo, je crois, qu'on retrouve planqué derrière un truc. Oui. Non, ça m'a fait rire parce que je crois qu'il aurait pu sortir et se barrer avec elle à ce moment-là. C'est-à-dire que il ouvre la porte et il lui dit il y a des trucs qui viennent d'en dessous, et il lui dit va chercher de l'aide, et il referme la porte. Et là, elle regarde la porte, elle commence à s'avancer vers la porte, et ensuite elle se rend compte que si elle part, elle va laisser son gamin tout seul avec des orques. Elle sait pas encore que c'est des orques, mais voilà. Et donc elle va se planquer elle-même. Jamais, juste t'aurais pu prendre ton gamin et vous auriez pu tous les deux partir en courant. Bref, elle se planque, il se planque, un orque débarque, ils se battent, ils ont beaucoup de mal, ils manquent de se faire trucider quelquefois. Théo, le jeune homme, se fait valdinguer dans la pièce à plusieurs reprises, mais ils arrivent à tous les deux à nous décapiter l'orque. J'aime beaucoup ça. Elle pose la tête sur le comptoir en disant bon maintenant on se barre. C'est efficace, j'apprécie. Les prothèses de l'orque sont absolument parfaites. C'est marrant, il est un peu rouge et tout ça. J'aime bien qu'il varie un peu les couleurs sur les orques et tout ça. Tout à fait flippant, tout à fait très bons orques, très bons orques. J'approuve. Et donc évidemment ça persuade le village qui va donc aller se réfugier à la tour de garde des elfes qui est maintenant vide puisque les elfes sont partis. De l'autre côté on a Arondir qui se balade dans le tunnel et qui commence à entendre des bruits. Il voit aussi sur le mur des griffures qui donc il lui confirme que c'est probablement des orques. J'ai trouvé qu'ils étaient assez bons pour... Je trouve que avoir un personnage qui rampe dans un tunnel, parce que le tunnel devient de plus en plus étroit,
avoir le bruit derrière et avoir des rats qui te courent sur la tête parce qu'ils fuient le bruit. Très efficace, très claustrophobique, très flippant. Ça marche très très bien. Le coup des rats là. Oh là là. Je sais pas qui a eu cette idée, mais genre c'est tellement. Tu dis les rats, c'est des trucs dégueulasses. Ils ont tellement peur qu'ils passent par dessus. Pauvre Arondir. Et donc ensuite ils débarquent dans une espèce de grotte. Et alors pareil, c'est un peu ce que je disais sur l'épisode 1 où je disais que si j'avais pas vu les arbres de Valinor dans la bande-annonce, j'aurais eu une réaction beaucoup plus émotionnelle à les voir. Et là, c'est pas vraiment ça, mais c'est pas émotionnel. Enfin, si, j'imagine que c'est une émotion, mais cette image-là, on l'a vue à répétition dans les... Enfin, moi, je l'ai vue à répétition parce que j'ai regardé les bandes-annonces à répétition, mais dans les bandes-annonces, donc on savait qu'ils allaient se faire choper par des orques à ce moment-là. Donc l'espèce de suspense était un petit peu cassé, donc il se fait attraper par des orques. Et on ne voit plus notre cher Arondir pour le moment. Jusqu'à nouvel ordre. Dernier élément sur cette intrigue-là, c'est donc Théo qui toujours a en sa possession un bout d'épée cassée qui semble assez maléfique et qui aspire le sang. Il a été blessé à cause de son combat contre l'orque et ça aspire le sang et ça semble activer un truc pas cool, mais sa mère l'appelle et ils partent avec les gens du village donc pour aller se planquer. L'intrigue, je pense, ce qui va être intéressant, c'est que cette intrigue-là, elle va forcément se relier avec celle de Galadriel à un moment donné. Donc on voit les débuts du mal ressurgir sur la Terre du Milieu. Ça fonctionne plutôt bien, j'ai trouvé l'intrigue autour d'Arondir et Bronwyn plus intéressante dans l'épisode 2 que dans l'épisode 1. Et c'est pas juste parce que ils étaient séparés et qu'ils se concentraient pas sur la romance, c'était parce que là on rentre dans le vif du sujet qui va être... cette région va probablement être envahie par des orques. Et donc ça va être assez intéressant à voir. Après, il n'y a pas énormément de... On a encore beaucoup... Les 2 premiers épisodes sont très introductifs. Le premier plus que tout le reste. Mais oui, ce qui est logique, hein, ça va être une série qui va faire 5 saisons. Ils ont le temps de présenter les personnages, ils ont le temps de présenter les lieux. Il y a beaucoup de lieux. Moi, je les connais. Enfin, la majorité des personnages et des lieux, je les connais déjà parce que je suis très à l'aise avec cet univers. C'est pas le cas de tout le monde et ils ont besoin de prendre le temps sur les lieux, sur les personnages, sur l'intrigue et tout ça. Donc, moi je peux avoir envie que ça avance un petit peu, mais je pense que c'est assez justifié qu'ils prennent leur temps en fait. Et puis, honnêtement, ils auraient pu faire des épisodes qui durent 1h30 plutôt qu'1 heure, j'aurais été heureuse pareil parce que j'aime cet univers. Et donc, tout est... En fait, ils ont réussi. En fait, c'est ça le truc. C'est qu'ils ont réussi. Parce que si... Ça peut se casser en cours de route, hein. Je suis pas en train de dire ça va être une série parfaite. Mais sur ces 2 épisodes, ils ont réussi à me faire dire c'est mon univers, c'est la Terre du Milieu. Et donc je peux dire ah oui, je suis à l'aise avec cet univers parce que ils ont réussi à me faire croire que c'était cet univers. Donc ouais. Et là, on arrive sur ma partie favorite de tous les 2 épisodes en fait. Même pris en compte l'épisode 1, même pris en compte le prologue qui était assez épique et extraordinaire. Mais toute l'intrigue sur Elrond, Celebrimbor et Durin dans l'épisode 2, perfection. Perfection, j'ai adoré. Ok, on nous présente l'Eregion, donc qui est le royaume des elfes forgerons, où vit Celebrimbor. Seigneur Celebrimbor de l'Eregion, c'est lui le seigneur de l'Eregion. Qui est, pour information, qui est le royaume le plus jeune de tous les royaumes des elfes à ce moment-là dans la Terre du Milieu. C'est très récent. Et c'est l'un des lieux les plus beaux qu'on a vus jusqu'à là. C'est-à-dire que tous les lieux qu'on a vus sont magnifiques, mais j'avoue que les régions, là, quand on y est à ce plan, là, à ce moment-là, magnifique, splendide, je veux y vivre toute ma vie. Et le premier plan qu'on a après ça, je vais essayer de pas en parler pendant 4 heures. Le premier plan qu'on a après, on nous dit, on arrive en Eregion, le premier plan qu'on a après, c'est ça. Et on a Elrond qui dit, ah, c'est le marteau de Fëanor. J'aime l'univers de Tolkien. J'aime le légendarium de Tolkien. Et quand on apprécie ces éléments-là, Fëanor est important. Vous n'avez pas besoin de comprendre exactement qui il est pour apprécier la série.
Il l'explique un petit peu dans le dialogue qui suit juste après, mais si vous savez qui il est, c'est l'elfe le plus important de l'histoire, de toute l'histoire de la Terre du Milieu. Enfin, plus que de la Terre du Milieu, de toute l'histoire d'Arda au complet, de toute l'histoire de Tolkien au complet. Quand je dis important, et je dis pas héroïque ou méchant, parce que le mec était à la fois adoré et détesté par tout le monde, globalement. Si vous demandez à Galadriel, elle vous dira que c'est pas son pote, en théorie. Et ça sera pas l'histoire de Fëanor. Il faut pas qu'on se concentre là-dessus, jamais. Ça va être l'histoire de Celebrimbor, qui est son descendant. C'est son petit-fils, son arrière-petit-fils. Non, son petit-fils. Et en gros, ce qui est intéressant à savoir, c'est que Fëanor, c'était un artisan, comme Celebrimbor, et c'était le plus grand artisan de toute l'histoire des elfes. Et il a créé des objets qu'on appelle les Silmarils, c'est de là d'où vient Silmarillion, qui ont causé des guerres, qui ont causé des meurtres, qui ont causé des tonnes de choses et qui étaient parmi les plus beaux objets qui n'ont jamais été créés de tous les temps. Celebrimbor en parle avec adoration. J'adore tout ce que Celebrimbor il dit autour de l'art et de la création. Et je vous ai dit que dès que je l'ai vu dans l'épisode 1, j'étais convaincue, mais alors cette scène-là, je suis complètement vendue parce qu'il parle des Silmarils au début et il dit que les Silmarils étaient tellement beaux, la création de Fëanor était tellement belle, que ça a failli convaincre le plus grand être maléfique de tous les temps, Morgoth, de changer, ça a failli changer le cœur de Morgoth. Et il dit, moi je veux créer quelque chose comme ça, je n'ai jamais créé quelque chose comme ça. Elrond lui dit, mais si, moi vous avez changé le cœur de plein d'elfes avec vos créations magnifiques. Mais lui, il veut changer le monde. Il veut changer le monde, il veut amener de la beauté en Terre du Milieu, et il veut transformer la Terre du Milieu. Et Elrond lui rappelle quand même que la création des Silmarils, même si c'était des objets splendides au-delà de tout mot et au-delà de toute description, ça a créé énormément de malheur, énormément d'horreur. Il a une phrase, je l'ai notée parce que je me suis dit que ça allait définir plein de choses. Je vais pas spoiler les premiers, mais ça va définir plein de choses pour ce personnage. Et il dit « Une vraie création demande des sacrifices ». Et je pense que c'est là, ça va être le cœur de l'intrigue et du développement du personnage de Celebrimbor. Et je pense que Celebrimbor, ça va être un des personnages qu'on va le plus aimer tous, et qu'on va le plus peut-être détester à un moment donné, et qui va être le plus fascinant. Et c'est la première fois que dans une adaptation de Tolkien sur nos écrans, on nous parle d'art et de création et de culture. C'est-à-dire que Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, on en parle un petit peu, mais c'est jamais, il n'y a jamais eu un discours comme celui que fait Celebrimbor à ce moment-là. C'est souvent, on se concentre évidemment sur il faut battre Sauron, il faut aller détruire l'anneau et ce genre de préoccupations très importantes. Et je sais pas du tout une attaque contre le Seigneur des Anneaux, c'est pas du tout. Mais je trouve que ça, et le discours qu'il a, il en parle après aussi quand il parle des créations des nains et tout ça, ça rajoute une couche sur l'intérêt. Ça rajoute de la complexité sur la Terre du Milieu. Ça rajoute un intérêt qui est pas juste, c'est pas juste un monde dans lequel c'est soit la paix, soit la guerre, et tu n'existes que pour te battre contre le mal. Qui est ce dans quoi vit Galadriel en ce moment. Qui est intéressant. Lui, il s'en fout de Morgoth, il s'en fout de Sauron. Lui, ce qu'il veut, créer quelque chose qui amènera de la beauté dans le monde. J'adore. Et on voit qu'Elrond est un petit peu captivé aussi. Et j'ai vraiment hâte qu'on voit plus de ce personnage. Je veux passer beaucoup de temps avec lui. J'espère qu'on va passer beaucoup de temps avec lui. On devrait passer beaucoup de temps avec lui. Peut-être pas, mais je sais pas, je me demande si la majorité de l'intrigue autour de Celebrimbor sera pas principalement en saison 2. Mais peut-être que je me trompe, je sais pas. Honnêtement, je sais pas où ils vont aller exactement. C'est-à-dire que je sais où ils vont aller avec ce personnage au final. Je sais pas comment ils vont y arriver, et ça c'est assez intriguant. Celebrimbor nous fait dire qu'il voudrait construire une nouvelle forge. Il nous montre des magnifiques designs, encore une fois, apprécier les détails, les écritures en elfique et tout ça, magnifique. Et il nous dit que le problème, alors, pareil, ça fait partie des trucs dont
j'ai pas la raison et je suis vraiment curieuse. Il nous dit, je veux construire cette forge qui sera une forge extraordinaire qui permettra de créer ces objets uniques. Et je veux finir la forge avant le printemps. Je crois que c'est ça qu'il dit. Mais j'ai pas la force, j'ai pas le nombre, j'ai pas assez d'elfes en fait en Eregion. Elrond suggère de contacter des gens qui ne sont pas des elfes. Et on va donc aller à Khazad-dûm. Oh mon dieu. Je me doutais que les nains allaient me plaire. Mais alors, c'est la meilleure pour l'instant. C'est la plus grande réussite de la série. Avec Elrond. Elrond est à peu près parfait. Mais et Celebrimbor. Ok. Elrond, Celebrimbor et les nains sont à peu près parfaits. Mais on n'avait pas vu les nains jusque-là. Et là, d'un coup, on arrive devant donc une des portes de Khazad-dûm. Encore une fois, magnifique détail, et la porte est très très belle. Et donc on va voir, et c'est une partie du développement, ce qu'on avait vu un petit peu dans le premier épisode, mais qui est vraiment exploré ici, du développement de Elrond est présenté là à ce moment-là quand il est devant la porte et qu'on lui refuse l'entrée. Donc il présente les nains comme étant ses potes. Il dit Durin c'est mon ami, on se connaît très bien, il va nous accueillir les bras ouverts et tout ça. Il se fait rejeter. On ne lui accorde pas l'entrée et il finit donc par suggérer un challenge à Durin. Et il se retourne après et il dit à Celebrimbor, vous êtes un expert, vous êtes un expert dans votre art. Et moi je suis un expert dans le mien, laissez-moi utiliser mes compétences pour vous accorder l'entrée à Khazad-dûm et vous accorder l'accès aux compétences des nains. Et en fait, on comprend toute la séquence avec les nains, on voit Elrond être un stratège. On pourrait appeler un politicien, mais c'est un peu négatif politicien. Mais dans le sens où on le voit, parce que j'ai pas l'impression que ce qu'il fait, il le fait de façon mauvaise. C'est-à-dire que là, évidemment, il a une intention, il a un objectif très clair, et il manipule un petit peu les gens. Il l'a fait avec Galadriel, il lui a dit les choses qu'il savait qu'il la persuaderait de prendre le bateau, etc. Et là, il va dire les choses, et il va faire les choses qu'il sait qu'il arrivera comme ça à persuader Durin, à le pardonner, etc. Et on le voit faire, et l'acteur est excellent, parce que c'est assez subtil, et assez intéressant. Et Khazad-dûm est magnifique. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais imaginé Khazad-dûm ou la Moria. J'ai jamais imaginé de la verdure dans Khazad-dûm. Mais en fait, c'est assez logique, si vous allez dans des grottes, il y a en effet de ce genre de verdure, de la mousse, des fougères, des espèces de trucs comme ça. Et c'est magnifique, j'aurais aimé que la caméra se balade encore plus longtemps dedans. Je me suis demandé si l'entrée, là, c'était pas l'entrée du grand hall qu'on voit dans le Seigneur des Anneaux à gauche, là, mais... Ouais, c'est vraiment très 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 beau. Ils ont vraiment bien réussi cet univers, et on voit Elrond être assez impressionné parce que donc on comprend plus tard que ça fait 20 ans qu'il est pas venu, et que la cité, elle a grandi, et elle a prospéré beaucoup depuis 20 ans. Et c'est magnifique, c'est vraiment leur meilleure réussite. La cité des elfes est assez jolie et tout ça. Eregion, on l'a vu que de loin, et de loin ça a l'air splendide, mais on n'est pas rentré dedans. Khazad-dûm, c'est l'un des premiers lieux qu'on rentre et on se balade dans la ville, on va dire. Et c'est donc... Et donc, on rencontre donc Durin IV, prince Durin IV, fils du roi Durin III, qui va donc entrer en compétition de cassage de cailloux avec notre ami Elrond, et que si Elrond perd, il sera banni à tout jamais de Khazad-dûm. Et si Elrond gagne, il aura le droit à une faveur de la part de Durin IV. Durin IV. La scène est très fun à regarder. Et pareil, encore une fois, on voit Elrond. Donc Elrond joue le jeu pendant assez longtemps. On voit le nombre de cailloux qui l'ont cassé. C'est marrant parce qu'il y a plusieurs plans sur le public qui regarde et qui acclame Durin IV, et les costumes sont assez réussis. Il y a de l'or partout, ce qui est très Khazad-dûm. Et on voit à un moment donné où clairement il est fatigué, probablement Durin aussi, mais il se dit, ok, là, c'est peut-être moi qui interprète juste un regard de l'acteur, machin, mais qui se dit, ok, là, c'est le moment, je peux pas le battre, il faut pas que je le batte, soit parce qu'il peut pas physiquement, soit parce qu'en plus, il l'humilierait devant son peuple et tout ça.
Donc, là, c'est le bon moment pour arrêter. J'ai montré quand même que j'étais capable. Et j'arriverai à le persuader de m'accompagner, de me raccompagner vers la sortie. Et à ce moment-là, je pourrais enfin lui parler, machin. Je sais pas, j'ai l'impression, la façon dont ça a été tourné, la façon dont l'acteur le joue, j'ai l'impression qu'on le voit mettre en place les éléments et se dire, ah oui, là, il faut que je fasse ça, là, il faut que je fasse ça, ça va fonctionner. Ce qui est intéressant parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas de façon, enfin, il manipule les gens, mais pas de façon méchante, il pense sans doute à bien, et puis là, c'est son pote, et il veut rétablir l'amitié entre les deux. Mais, oui, je pense que une bonne partie de tout ce qu'il fait est calculé, et c'est assez intéressant. Parce qu'on n'a pas beaucoup de personnages comme ça, qui sont autant manipulateurs, tout en étant des bonnes personnes. Souvent, quand on présente un personnage de façon très... Tout est calculé, le moindre mot, le moindre machin, c'est des Peter Baelish dans Game of Thrones, c'est donc des gens qui ont des dessins assez négatifs. Là, je pense que sincèrement, en plus, on connaît Elrond, on l'a vu dans Le Seigneur des Anneaux, donc on sait que c'est pas une mauvaise personne. Donc ça va être assez fun de suivre ce personnage, et vraiment, j'ai toute la scène dans Khazad-dûm était parfaite. Donc, Durin gagne le challenge. C'est très heureux de gagner ce challenge. J'adore le costume. J'arrête de dire que j'adore, j'ai vraiment aimé 100% de tout chez les nains. Ils ont des ascenseurs, qui est assez intéressant. C'est, oui, justement, il y a pas des ascenseurs électriques, évidemment, mais il y a beaucoup de technologie, et on sent qu'Elrond est assez impressionné, pas genre, pas que ça pouvait exister, mais ok, la ville s'est vraiment développée de façon assez impressionnante. On a donc nos deux anciens amis qui discutent. Durin lui rappelle que 20 ans pour lui, c'est quand même pas mal de temps, même si pour un elfe, on s'en fout de 20 ans. Et que il lui rappelle qu'il s'est marié, il a eu des enfants, et son pote est pas venu le voir, et il est extrêmement vexé. J'adore la relation entre les deux, j'adore Durin qui a envie de lui foutre une baffe et qui veut pas accepter les excuses, et qui voit un petit peu la manipulation de Elrond, et qui veut pas vraiment y jouer, mais en même temps un petit peu, et on sent ok, tu peux aller t'excuser auprès de ma femme, mais tu restes pas pour le dîner. On sentait venir, mais c'est tellement fun, ils sont tellement cool. Et on rencontre Disa, donc la femme de Durin, qui est adorable, géniale, et qui a une relation avec, on les voit pas très très longtemps, mais le peu qu'on voit de la relation entre Durin et Disa est pure perfection. Il nous raconte un petit peu comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont mis en couple, et comment ils se sont mariés, et c'est adorable, et c'est génial. Et c'est ça que je vous disais quand je parlais de la relation entre Arondir et Bronwyn, qu'on a vu se mettre en place dans l'épisode 1. C'est ça qui manque, en fait, cette espèce de connexion, de facilité de l'un à l'autre, de petites discussions, de petits machins, on se connaît, on s'aime, et donc il y a une connexion qu'on peut ressentir à travers l'écran, que Elrond ressent immédiatement. Il voit très bien que les deux personnes s'apprécient et fonctionnent ensemble, en fait. Parce que pour l'instant, j'ai pas du tout vu, ou très peu, avec Arondir et Bronwyn. J'adore ces deux personnages, j'adore ces deux personnages, j'espère qu'on va les voir beaucoup. Il y a une discussion assez intéressante sur Disa qui explique qu'elle harmonise dans les grottes. En fait, ils vont chanter dans les grottes et pour essayer de repérer où sont les bons endroits, les mauvais endroits et tout ça. Et elle dit un truc à la fin que je trouve assez intéressant. Elle dit donc on teste pour savoir où est-ce qu'on peut trouver du bon or, du bon argent, du machin, et quelle grotte on doit laisser tranquille. Et je pense que c'est pas du hasard. Encore une fois, je veux pas parler du futur, mais je trouve qu'il y a plein de petites phrases comme ça, ou de petits moments, de petites suggestions, machin, qui teasent des potentiels futurs pour des potentiels conflits. C'est assez intéressant. J'ai trouvé ça fascinant. J'adore la maison dans laquelle ils habitent est assez impressionnante. Les chaises, là, regardez-moi ces chaises. Si j'avais une baraque suffisamment grande pour avoir des chaises pareilles, j'achèterais des chaises. J'adore le fait qu'il ait planté un arbre de Lindon chez lui en respect pour l'amitié qu'il a avec Elrond, et qu'il l'ait entretenu malgré sa colère envers Elrond.
C'est une super scène. Je trouve que on nous a présenté l'amitié entre Galadriel et Elrond. On nous a dit qu'ils étaient amis. Et leur conversation était très intéressante, mais on n'a pas ressenti forcément cette chaleur qu'on peut ressentir entre deux amis. En partie parce que Galadriel est en mode de obsession Sauron, ce qui est classique, donc c'est pas qui fait partie de son personnage pour l'instant. D'ailleurs, parenthèse sur Galadriel, ce qui est très bizarre avec une image de Elrond et Durin et d'Isa, mais ce qui va être intéressant avec Galadriel, que moi j'ai vu, c'est que là ils nous ont présenté une elfe qui est obsédée avec l'idée de trouver Sauron, de détruire des orques et de détruire toutes les armées restantes qui étaient dans le camp de Morgoth. Et elle est obsédée par ça, elle veut trouver Sauron. On sait qu'elle trouvera pas Sauron. Pas un spoiler, vous avez vu le Seigneur des Anneaux, probablement. Vous savez que, au final, elle trouvera pas Sauron. C'est pas elle qui mettra fin à la tyrannie de Sauron. Et on sait qu'éventuellement, elle va poser les armes et elle trouvera la paix en Terre du Milieu, ailleurs, autrement. Actuellement, Galadriel ne semble pas être mariée à Celeborn, ne semble pas avoir un enfant. Qui va arriver, à un moment donné. Encore une fois, c'est pas du spoiler, tout ça c'est dans le Seigneur des Anneaux, hein. J'espère que vous m'en voulez pas. Mais je trouve intéressant que justement, on va voir le voyage qui amène cette femme qui, pour l'instant, est une soldat qui veut se venger, qui veut trouver son ennemi, et c'est sa seule obsession, à devenir cette dame sage qui va aider dans le conflit contre Sauron, mais qui sait laisser les autres faire, ou qui sait donner de l'aide là où elle peut, mais aussi profiter de ce qu'elle a, et de profiter de ce qu'on va lui donner. Et ça, on l'a pas souvent vu, je trouve, dans des histoires. On a souvent l'histoire, si c'était une histoire classique, si on connaissait pas déjà la fin, en fait, on se dirait, ok, elle, la fin de son histoire, c'est elle qui va gagner contre Sauron. Là, on sait que c'est pas le cas. On sait que la fin de son histoire à elle sera tout autre chose. Ce sera au final changer, réussir à faire la paix sans même avoir réussi son combat contre Sauron. Et ça va être fascinant à voir. Théorie, ça pourrait être fascinant à voir. Ok, on revient chez les nains. Elrond arrive à persuader Durin de l'écouter. Et donc il va lui proposer de venir aider à la construction de la forge que veut Celebrimbor, ce qui va amener à plein d'autres choses après, ce qui va être fascinant. Et on a une dernière scène, on les voit pas discuter de ça, mais on imagine que c'est ça qui se passe, mais on a une dernière scène où on voit Durin III, donc le père, le roi de Khazad-dûm, qui demande à son fils « T'es sûr qu'il est pas au courant ?» Comme ça. Et Durin IV lui dit « Non, il sait rien, en gros, voilà. » Et on les voit arriver devant un coffre, et ils ouvrent le coffre, il y a un truc qui brille dedans. Si la majorité des gens probablement savent ce qu'il y a dans le coffre, je vais pas les dire au cas où vous le savez pas et que ça rajoute un petit mystère en plus. Je pense pas que ce sera un gros mystère, hein. Je pense qu'on le saura dès l'épisode 3. C'est pas... Ils ont trouvé quelque chose. Mais ça va être quelque chose d'intéressant. Qui va créer plein de choses. Et c'est assez intéressant parce que les nains de nature chez Tolkien sont assez méfiants. Ils sont pas forcément en conflit avec les elfes. Certains sont. Il y a eu des conflits entre les elfes et les nains. Mais c'est pas naturel qu'ils aiment pas les elfes et vice versa. Mais par contre, ils sont globalement méfiants de tout le monde en général. Notamment des gens qui ne sont pas des nains. Et ça va jouer, je pense, en partie. Mais c'est intéressant de voir que Durin III est beaucoup plus méfiant et beaucoup plus suspicieux que Durin IV, son fils, qui semble être assez relax, notamment avec Elrond. Ça va être assez fascinant, je pense. Et on a fait le tour. Sacré épisode. J'adorerais avoir votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse? Est-ce que vous aussi vous avez aimé les nains? J'adore. Vraiment Khazad-dûm, je sais pas comment ils ont réussi à faire un truc aussi parfait. Comme je disais, je trouve que Gil-galad et les elfes, il y a des petits trucs, je trouve qu'ils sont encore un petit peu à retravailler pour que ce soit plus naturel. Que Gil-galad, je sais pas exactement ce qu'il m'a gêné sur Gil-galad pour l'instant.
J'attends de voir. On l'a pas vu énormément, hein. Il a pas eu énormément. On a eu genre un dialogue avec Elrond. Il a fait un discours devant Galadriel et tout ça, mais sinon c'était assez bref. Donc j'attends de voir. Mais les nains, ils sont parfaits. Galadriel, je l'aime. Elle est intéressante pour l'instant. J'ai pas eu l'affection instantanée que j'ai eue pour Elrond et pour Durin et Disa et pour les pieds velus. Je les oublie un petit peu parce qu'ils sont importants parce qu'ils sont avec l'étranger et qui va être important, je pense, mais ouais, pour l'instant, en fait le truc c'est que Galadriel, vu elle a son obsession qui est son on n'a pas forcément d'affection pour elle. On a envie qu'elle réussisse sa quête, mais c'est pas forcément on n'a pas envie de devenir sa pote, quoi, parce qu'elle a pas l'air très fun. Alors que moi, je veux bien aller boire un verre avec Durin et Disa quand ils veulent. C'est mes potes. Ouais, et dites-moi ce que vous en avez pensé. Essayez d'être respectueux, s'il vous plaît, dans les commentaires. Je sais qu'il y a des gens qui vont pas du tout aimer, parce que, encore une fois, il y a des différences avec les textes de Tolkien. Vous avez tout à fait le droit d'avoir ces opinions-là, mais soyez gentils, s'il vous plaît, dans les commentaires. J'ai un petit peu... Les anneaux de pouvoir et Tolkien en général, c'est toujours un sujet sur lequel les gens ont beaucoup d'opinions très très fortes. Moi-même, hein, j'en ai des opinions très fortes. Et du coup, j'ai un peu peur que des fois les commentaires ça parte en cacahuète. J'espère pas. Soyez gentils. Et j'espère que ça vous a intéressé. Je serai de retour sans doute pour l'épisode 3 la semaine prochaine. Peut-être qu'on aura des informations sur l'étranger, peut-être que c'est Sauron, peut-être que c'est Gandalf, peut-être que c'est quelqu'un d'autre complètement qu'on n'a pas pensé. Vous savez ce que c'est la découverte des nains? Est-ce que vous aurez voulu plus de Premier Âge? Je pense que j'en aurais voulu un petit peu plus parce que évidemment, parce que c'est le Premier Âge, c'est ce sur lequel a le plus écrit Tolkien, c'est ceux que nous on connaît le plus, du coup évidemment qu'on veut voir plus. Mais en vrai, je pense qu'ils ont eu raison de faire ce qu'ils ont fait. Parce qu'il faut se concentrer sur le Deuxième Âge. C'est ça l'essentiel. Mais, oui. Est-ce que j'aurais voulu voir Fëanor? Oui. Est-ce que j'aurais voulu voir Beren et Lúthien? Oui. Est-ce que j'aurais voulu voir Elendil? Oui. Bref, on les verra peut-être, mais bon, pour l'instant, on a eu du Finrod, on a eu du Morgoth. C'est cool. Dites-moi tout. J'espère que vous avez aimé les épisodes, parce que honnêtement, moi je les ai quand même trouvés super bons. Ils étaient visuellement magnifiques, la musique était géniale, les costumes, les décors sont éblouissants, l'intrigue pour l'instant fonctionne très bien, les personnages sont intéressants, j'ai assez peu, enfin, je vous les ai déjà donnés, mais j'ai assez peu d'éléments négatifs, et du coup, j'ai vraiment hâte de voir l'épisode 3. Je suis un peu triste que je vais pas pouvoir le voir dans un cinéma, l'épisode 3, parce que j'ai l'impression que toute la série mériterait de sortir au cinéma. Si vous avez l'occasion de voir vraiment ces épisodes sur les plus grands écrans possibles, allez-y, parce que j'ose pas imaginer ce que ça donne sur un écran de téléphone ou sur une petite tablette ou un truc comme ça. Ça doit être un petit peu décevant quand même de voir. Et vraiment, si vous avez vu les premiers épisodes sur tablette ou sur téléphone, vous avez le droit, c'est pas... Mais donnez-leur si un jour vous voulez les revoir, trouvez un écran quelque part, un grand écran quelque part, et tentez-les sur grand écran, parce que vous verrez, j'imagine qu'on voit la différence, que ça claque quand même sur grand écran. Ils ont mis tout l'argent dedans, autant le regarder de façon un peu classe. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt sur Univers Fantasy.